merci à vous et bonjour à vous et bonjour à vous tous. Les distanciels, donc nous sommes dans l'antre de l'innovation et invités par les grandes prêtresses de l'innovation des conditions de travail, c'est-à-dire la RACT Hauts-de-France. Merci à vous et merci à nous tous d'être là pour ce qui est en fait la 18e session de nos UX Forum Innovation et Exosquelette. L'objectif étant pour nous, cercle entreprises de santé, je vous dire en 2 mots quand même qui on est, pour nous, cercle entreprises de santé, de mettre l'éclairage sur des expériences porteuses en matière d'intégration des innovations. Pas sur un plan technique, pas non plus sur un plan, je dirais, ou réglementaire ou autre, mais vraiment de donner la parole à ceux qui sont les utilisateurs et qui, écoutez, finalement, au quotidien font progresser les choses. Alors c'est le 18e, ça veut dire que ça a mégamment avancé et progressé. Et je veux dire que pour nous, ça a initié un petit goût de reconstitution de Ligue dissoute, parce que il y a fort longtemps, enfin un certain temps, avec Laurence Théry ici présente et qui nous accueille, et puis je pense un certain nombre de vous qui sont en bout de ligne, notamment Frédéric Tellier, professeur Taylor Frédéric, salut, voilà. Il y a quelques années, salut, on organisait déjà sur des questions prospectives, et je me souviens qu'on avait failli se faire flight toxer un jour. Ah oui, on avait failli se faire flight toxer, où on organisait déjà quelque chose sur, en fait, sur la quadrangulation, si on peut dire. Bon, alors on continue comme ça. Je vous les présente des vivos, ainsi, pardon pour les distanciels. Donc, Laurence Théry qui nous accueille, directrice de la RACT Hauts-de-France. Nous, on s'est connus du temps où la Picardie existait encore. Vive les Picards. Je sais toujours. Elle existe toujours parce que je me souviens d'un truc tout au début où on vous surnommait les Hauts-de-France Sud. Oui, c'est ça. Et ça existe encore? La Picardie, c'est toujours un thème. Ben oui, la Picardie existe toujours. Administratif, voilà. Et qui n'en est pas moins. Laurence Théry, directrice de la RACT, et donc qui a impulsé cette réunion sur 2 cibles qui nous sont chères. La cible, bien sûr, innovation exosquelette, mais surtout la cible femme. Et je dois dire que pendant un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, les femmes, mises à part et au les cœurs pour Anaïs, que je vais vous présenter dans 2 secondes, étaient pas tellement incluses dans ces préoccupations exosquelettes. Deuxième thème, donc les femmes. Et le 3e, là aussi, ceux qui étaient qualifiés à un temps de métiers essentiels, mais qui sont un peu retombés dans l'oubli après le post-Covid, et qui sont en fait tous les métiers de soins. Et on en dira 2 mots tout à l'heure, parce que je ne soupçonnais pas l'ampleur de cet emploi-là, mais c'est en moyenne en France 4% d'emploi. 4% d'emploi, 6% dans certaines régions, et on sait que les besoins vont extraordinairement augmenter. Merci. Voilà. Et donc l'objectif, voir ensemble comment ça avance, et surtout comment ça avance pas tout seul. Parce qu'encore une fois, vous avez tout un tas de monde qui de temps en temps mythifie un peu la tech, les exosquelettes notamment et autres, mais un exosquelette sans non seulement un processus, mais vraiment un accompagnement d'intégration très très proche et des tests, ça avancera pas beaucoup. Alors voilà, ensuite vous avez Frédéric qui est au milieu là et qui est presque en dessous de sa tête, qui est juste derrière. Alors retournez-vous, Frédéric. Frédéric, c'est notre otage à la fois masculin à la scène, mais en même temps notre otage médecin du travail. Il est médecin du travail à l'université Picardie Jules Verne, et donc il va nous raconter, parce qu'il est plongé dans les exosquelettes, j'allais dire, depuis un petit moment. Christelle Wagner, donc Christelle est aussi à RACT. Alors je dois dire que quand j'ai vu le début de sa bio, je ne pouvais pas faire autrement que de l'inviter, parce que c'est une excellente cavalière, et elle est peut-être toujours encore professeur d'équitation, mais en dehors de ça, vous êtes aussi psychologue du travail, et justement dans tous ces accompagnements, processus d'innovation au sein de la RACT depuis un petit moment. Et puis, alors c'est pas reconstitution de ligue dissoute, mais c'est consolidation de ligue nouvelle. Anaïs Chorel, alors là on a, j'allais dire, les régionaux, plus que les régionaux au sens large, hein, puisque vous venez la mienne, donc
que maintenant c'est les Hauts-de-France, de l'étape. Et Anaïs représente une autre type de force vive très nécessaire dans ces indispensables, je vais dire, dans ces innovations. C'est une start-up. Alors que moi j'ai découvert quand ils étaient en culotte courte, dans un Préventica, et où votre noble patron se promenait avec une colonne vertébrale, bon, pas habitée, hein, donc elle était globalement vide là-dessus, et voilà. Et donc Anaïs, alors on a aussi une vieille complicité, même si elle a que 5 ans, parce que on a monté les premiers UX Forum exosquelette avec vous, et tiens, il y a le déco, non, ça viendra. Et surtout, elle m'a poussé sur une méchante pente savonneuse, et merci. Oh, pardon, Anaïs représente l'AP médicale, elle est surtout une biomécanicienne, bio-prospectiviste, très attachée à tout ça, et donc depuis 5 ans, on se voit régulièrement, et aussi, on a monté, grâce à vous, Anaïs, déjà deux UX Forums ciblés sur les femmes. Donc aujourd'hui, vous ne pouviez pas ne pas être là. Et puis aussi quelque chose sur cette santé globale et femmes au travail. Encore une fois, les approches genrées n'étant pas les choses les mieux réparties. Voilà. Donc voilà pour notre menu. Laurence, peut-être, pardon d'avoir été longue à te passer la parole, je veux dire Non, Laurence, toi d'abord, pour lancer le truc, finalement, sur la façon dont on a... Pourquoi est-ce que... Ça s'est fait dans un troquet, je vous raconterai comme ça s'est fait comme ça se fait dans ces cas-là, en disant mais comment est-ce qu'on montre quelque chose ensemble. Je me dis mais tiens, on a un sujet génial. Oui, bah c'est effectivement le point de démarrage de ce petit événement, c'est le fait de se dire que les questions de genre et de santé et de travail étaient assez invisibles, alors que par ailleurs, on a des données qui sont tout à fait intéressantes sur le sujet. On en parlait tout à l'heure avec Frédéric. Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont différentes chez les hommes et chez les femmes. En moyenne, on peut considérer que ça se stabilise, même si les maladies professionnelles augmentent. Mais quand on regarde de façon différenciée, on s'aperçoit que les accidents du travail augmentent plus chez les femmes que chez les hommes. Et donc on s'est dit que c'était intéressant, surtout que par ailleurs un certain nombre de secteurs s'ouvrent aux expérimentations exosquelettes, comme le secteur de l'aide à domicile, hein, qui est un secteur voilà, qui teste beaucoup d'innovations. Et bien qu'on avait là un sujet intéressant, et effectivement on a travaillé pas mal ensemble avec le CERT Entreprises et Santé, et donc c'était l'occasion sur un sujet voilà, qui est encore en développement, de pouvoir réaliser cet événement ensemble. Ce que je pourrais ajouter aussi, c'est que nos deux structures se rejoignent sur la question et l'importance des usages, et avec un angle de vue autour non pas de l'intérêt de l'objet technique comme miraculeux qui pourrait solutionner les problèmes de TMS ou les problèmes voilà, de port de charge plus globalement, mais comme finalement des initiatives qui peuvent s'inscrire dans les politiques de prévention primaire des entreprises. Ce qui est aussi à signaler, c'est qu'il y a un point de vigilance. Cet outillage, s'il est toujours initié de façon à améliorer les conditions de travail, et notamment à réduire le port de charge, il ne doit pas mettre au second plan les questions de prévention liées à l'organisation du travail. Ça, vigilance d'entrée, tout à fait important. C'est un outil, ça n'est qu'un outil, mais même si c'est un outil très très important et très essentiel. Merci, merci Laurence sur tout ça. Et donc... Bon, bah, voilà, oui, je ne me suis pas présentée, pardon, moi je m'appelle Anne-Marie, et donc je suis la fondatrice de ce noble cercle Entreprises et Santé, dont l'objectif est, j'allais dire, du point de vue entreprise, c'est-à-dire du point de vue des structures, d'éclairer l'avenir sur ce que sont les grands enjeux et ce que sont les grandes transformations de la relation au travail, j'allais dire au spectre de la santé. Alors, quand on a monté ça il y a, pardon, mais un peu plus de 15 ans, on n'était pas très écoutés. Maintenant, je dois dire que heureusement, le plafond de verre est en train de se fendiller, donc les choses vont bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ces
aussi UX Forum, c'est exactement ce qui, dans l'esprit, ce qui nous rassemble aussi avec la RATE et avec d'autres, c'est que UX c'est logique utilisateur. C'est-à-dire que systématiquement, ce qu'on souhaite, c'est donner la parole à ceux qui sont des utilisateurs ou des organisateurs d'utilisation pour avoir l'écho du terrain. Je dirais, les experts, la recherche, ils ont leurs cellules académiques, ils ont choses pour dire choses, mais le terrain, et ce qui est vraiment le composant, c'est-à-dire le concret, c'est tout à fait important. Donc, le UX utilisateur, forum, là aussi, c'est parce qu'il n'y a pas une vérité révélée, mais l'idée, c'est un peu comme l'œil de fourmi, de regarder les trucs en prisme et avec plusieurs dimensions. Et donc, voilà, et avec toujours autour des situations de travail. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, par exemple, je travaille par hasard avec quelqu'un qui est peut-être là aujourd'hui, je ne sais pas où en Bourgogne, qui est prof à Grenoble de psychologie du travail, qui travaille pas mal notamment sur toutes ces intégrations d'innovation là. Mais elle arrive, tu sais, la difficulté, c'est que souvent les résultats qu'on a en laboratoire et la façon dont ça se passe sur le terrain, il y a un grand écart, et donc c'est vrai que ça rend les choses pas forcément simples. Donc voilà, c'est l'humain, les situations de travail, ce qui est porteur aussi, parce que quand c'est rentrer dans l'humeur, c'est pas forcément intéressant, et puis surtout croiser les expériences ou autres. Alors, ce qu'on s'interdit de faire, mais je crois que pour nous les règles du jeu sont toujours claires, c'est pas de pub, c'est-à-dire qu'on est là pour trouver des solutions innovantes et pas pour mettre en avant la marque du schmoll plutôt que l'autre. Ça, c'est un truc qui est vraiment une chose de base, on n'est pas là pour faire une promotion commerciale de quiconque, mais vraiment pour créer à la limite ce qu'on fera après des réseaux d'utilisateurs et les études en labo, je dirais que c'est bien, mais ils n'ont pas non plus vocation à être là. Alors voilà, revoilà notre brochette. En haut, vous avez les 6. Alors il en manque un, mais dont vous entendiez la voix tout à l'heure, qui est Frédéric Tellier, donc il était coincé à Amiens. Et donc là, en haut, c'est les nordistes, les Hauts-de-France et d'abord par principe, on dépasse un peu les cadres. Donc on n'est pas raciste, donc il y a les nordistes, mais il y a les autres. Et donc on aura en bout de ligne Romane, je pense qu'elle va être là, Romane repêchée de Mouvency, avec un exemple qui... Merci Romane, on a entendu un clic-clic, ça doit être vous. Avec un autre exemple là aussi centré sur les aides à domicile. Mathieu Guitienne, alors une fois n'est pas coutume, Mathieu, mis à part qui travaille étroitement avec vous, donc par principe ça veut dire qu'il est pas mal. C'est un doctorant et un doctorant CIFRE, là aussi dans une autre structure d'aide à domicile. C'est un doctorant, mais il a le sens pratique et il fait, tiens, c'est ce qui m'a touché quelque chose là, il fait des choses sur le terrain. Et puis, là aussi, l'aide à domicile, c'est très bien, mais il y a aussi tous les autres. Et finalement, l'idée, si vous voulez, on fait aussi de ce qu'on est, c'est dans cette fertilisation croisée, cet enrichissement, c'est de pouvoir emprunter à un secteur les bonnes pratiques qu'on pourrait mettre dans un autre secteur. On a donc, vous la voyez en petit, là, Justine Sepon. Justine est responsable de HSE. Alors, c'est un peu tout azimut. Elle est dans le Finistère, donc on a un bout de Bretagne, un bout de Grand Sud-Ouest, un bout de Grenoble, et Justine est responsable HSE là-dessus. Donc il faudra vous passer de l'écran pour un certain temps. Vous n'aurez pas vos photos, mais comme vous les avez en réalité et en grandeur nature, c'est beaucoup mieux. On peut passer là-dessus. Profite avant qu'elle ait la parole. Sujet essentiel, les aides à domicile. Il n'y a pas un mois où ils ne sortent pas un rapport important, d'ailleurs tout à fait bien. Donc là, vous avez le numéro 15 qui est le plus ancien, il doit dater de décembre, vous voyez, de la Direction Générale de l'Emploi, pour nous dire sont des emplois en tension, c'est-à-dire que les besoins de recrutement sont absolument énormes. Vous avez une autre étude de la DARES, là, qui date toujours un peu la DARES, hein, donc vous aurez le support hein, si vous voulez, mais vous n'aurez pas notre vous aurez le support, et donc
donc une étude de la DARES sur 2019 et qui pointe justement les besoins. Et c'est là où je suis dit, moi je suis un peu tombé de ma chaise parce que dans certaines régions, ces emplois-là dépassent 6%. Et donc, alors pardon pour vous, mais on n'est pas dans les Hauts-de-France, on n'est pas les plus mal lotis dans les besoins de demain. Et puis, une petite chose qui est sortie là, cette fois-ci le mois dernier, sur vraiment la préoccupation sociétale de base, comment est-ce qu'on fait face au vieillissement, j'allais dire vieillissement côté consommateur, si on peut dire vieillissement du côté du citoyen, et vieillissement du côté des acteurs, merci, et vieillissement, oui pardon, vous êtes juste, ouais, vieillissement, ouais, ce bidule il marche quand il veut, hein, bon, et vieillissement du côté globalement des acteurs qui sont là. Alors là aussi, pour revenir aux exosquelettes, moi une chose qui m'avait frappé, c'était au Japon il y a plus de 10 ans, vous aviez déjà 600 hôpitaux qui étaient tous équipés d'exosquelettes, je vais dire, de systèmes, dispositifs d'assistance physique, pas forcément des vrais exosquelettes, mais à 360 degrés. C'est-à-dire que, comme la population vieillissait et qu'ils avaient forcément dans leurs patients beaucoup de patients âgés, pour éviter, j'allais dire qu'ils se détériorent, si on peut dire, encore plus systématiquement, vous aviez des aides à la gymnastique dans nombre de chambres pour les aider à conserver un entraînement physique. Vous aviez, bien sûr, pour tout ce qui est lever les malades, ce dont on va parler là maintenant, les transporter, mais aussi, donc, alors bien sûr, en bout de chaîne, les réhabiliter pour ceux qui ont eu globalement des accidents, mais aussi, il y a les chirurgiens, quand ils opèrent pendant 8 heures, rester debout pendant 8 heures, c'est compliqué. Donc en fait, c'était des aides disposées bien plus que tout ça. Alors, écoutez, voilà, donc on n'aura pas vos illustrations, mais on vous aura vous en réel. Alors merci à Pauline. Pauline, je crois que c'est vous qui êtes l'initiatrice de ce programme qui s'appelle le programme Bonjour des Blues Koala. Et donc, donc vous allez globalement vous expliquer comment vous êtes arrivé dans ce programme et comment vous êtes arrivé finalement à vous dire finalement c'est peut-être un système d'exosquelette ou de dispositif d'assistance physique qui pourrait être envisagé. En fait, on est parti déjà des contraintes fortes qui pèsent sur nos métiers à la base. Vous l'avez dit tout à l'heure, les difficultés de recrutement, des métiers qui font déjà en tension aujourd'hui et qui le seront encore plus dans l'avenir, avec des turnovers forts, parce qu'aujourd'hui, oui, on est métier en tension, donc ils peuvent aller faire payer la porte à côté et trouver tout de suite un emploi. Mais on a aussi un absentéisme assez fort. Il faut savoir qu'en moyenne, un collaborateur sur 2 a été absent au moins une journée au cours des 3 dernières années. Donc, ce qui est énorme. Quand on analyse, c'est pourquoi ils ont été en absence, c'est soit un accident de travail, soit des maladies professionnelles qui sont causées. Il y a aussi toute une étude aussi de la CARSAT qui a été faite sur nos métiers, notamment en Hauts-de-France, et donc qui ont montré que 45% des accidents de travail étaient liés à de la manutention, c'est-à-dire à lever des personnes, à soulever une charge, donc le poids d'un corps, à relever une personne. Et on a aussi 96% des maladies professionnelles qui étaient causées par des troubles musculo-squelettiques. Donc à partir de là, on s'est dit que la santé de nos collaborateurs, c'était une priorité encore plus, et donc de travailler sur la santé au travail. On avait différentes actions. Que ça soit de retravailler sur l'organisation de nos... Si je peux me mettre en reprécision sur la population, vous avez en gros, c'est une grande proportion de femmes, et comment se passe la pyramide des âges? On a aujourd'hui plus de 80% de femmes, et la moyenne d'âge est de plus de 45 ans. On va dire 55 ans, et on sait que les maladies professionnelles touchent majoritairement les salariés les plus âgés, et donc on sait que le départ à la retraite plus des maladies professionnelles, nos collaborateurs vont aussi bientôt sortir de nos effectifs, et que les jeunes générations ne sont pas du tout attirées par nos métiers. Donc enjeu d'attractivité en même temps, et le recrutement et de fidélisation. C'est ça. Tout un enjeu, donc retravailler vraiment toute notre travailler sur le maintien dans l'emploi et l'attractivité des métiers. Donc on a retravaillé sur l'organisation du travail, sur la formation, de la sensibilisation aux risques professionnels, aux gestes et postures, tout ce qui est équipement, matériel, qu'on pouvait adapter. La mise en place aussi d'outils pédagogiques, parce qu'il y a toute une formation, on peut avoir du matériel chez une personne qu'on accompagne, mais que la personne ne souhaite pas qu'on l'utilise. Et donc il y a toute une partie pédagogique de sensibilisation des personnes qu'on va prendre en charge et de leur famille, en plus de celle de nos collaborateurs.
On a eu l'embauche aussi d'ergothérapeutes, mais malgré tout ça, voilà, on a quand même des chiffres qui restent là. Et donc, une rencontre il y a quelques années avec François Roche, qui est le fabricant des blouses Koala, qui était un prototype d'un projet et qui faisait écho en fait à un début de blouse, d'exosquelette, plutôt un vêtement technique, et qui pour moi pouvait répondre à des problématiques, parce qu'il était... ça reste comme une blouse avec juste une nappe de contention à l'intérieur et des poignées qui permettent aux personnes de s'accrocher pour les aider à se déplacer. Et du coup, c'est on voit juste en bas à droite là, oui. Et donc c'était un peu invisible, contrairement à certains autres exosquelettes qu'on avait pu déjà voir et qui nous posaient des questions de comment nos salariés, les premiers tours c'était on va être des robots, comment ça va être pris perçu par les personnes qu'on accompagne, toutes d'autres questions, parce que du coup nous, les collaborateurs passent d'un domicile à un autre, donc on a beaucoup de déplacements, voilà. Et donc là, la blouse Koala est arrivée un peu comme une des solutions qui pourrait peut-être réduire, être un élément supplémentaire qui pourrait jouer sur la prévention de nos risques et de nos maladies professionnelles. Voilà. Donc peut-être pour passer la parole à Christelle là maintenant, finalement, on voit bien l'enjeu, lourdeur de l'enjeu, gravité de l'enjeu pour vous et d'ailleurs pour toute la population, parce qu'à terme on est tous plus ou moins dans la cible à un moment ou à un autre, de près ou de loin, ou par ce qu'on aide ou autrement. Ce qui est aussi important, ce que disait Laurence aussi tout à l'heure, c'est que c'est un élément du mix, comme on dit en marketing, c'est-à-dire que c'est un élément l'un parmi d'autres, des éléments de réponse à la problématique, à ce type de problématique. Et alors maintenant, en plus, pardon, cerise sur le gâteau, un petit peu le truc, c'est un quasi lillois, d'après ce que j'ai compris, c'est un Nantais lillois légèrement d'adoption, notamment par le Rallye et autres trucs, c'est ça? Voilà. Et alors, Christelle, comment ça se passe et vous en êtes où là maintenant sur ces blouses? Alors le projet, il y a eu un comité de pilotage à l'automne 2023 dans lequel on a présenté les premiers prototypes de blouses aux professionnels. Ensuite, le comité régional de la Fédération des ADMR nous a sollicité à ACT pour participer à la mise en place d'un protocole d'expérimentation. Donc on s'est réunis à plusieurs reprises, on se réunit régulièrement avec... Et c'était Amsterdam et c'est tombé sur l'ARACT Hauts-de-France où vous avez fait un peu de pushing, juste comme ça. C'est le comité fédéral, le comité régional des Hauts-de-France qui s'adresse à l'ARACT des Hauts-de-France. Pauline était clairement derrière, voilà. Voilà. Une rencontre donc pas très fortuite, quoi. Plutôt naturelle. Et donc sont associés au groupe de travail les services de santé au travail des différents départements. Donc on a travaillé sur un questionnaire en se posant tout un tas de questions, questionnaire qui allait être donc passé auprès des professionnels. On arrive, si je peux mettre, au point d'étape et au résultat escompté. La méthode, si je peux me permettre, n'est pas notre souci premier aujourd'hui. Voilà. Le projet, donc, après un petit peu de retard à cause de la fabrication des blouses, mais ça c'est souvent comme ça dans un projet. L'expérimentation va démarrer effectivement en septembre. Pour l'instant, c'est toute la préparation au sein des structures, présenter le projet, présenter la blouse, comment ça va fonctionner, etc. Et donc on associe les professionnels, bien sûr. Démarrage en septembre, dans les 18 mois, on s'est dit. Voilà, on va... Donc le processus est en cours en ce moment. Voilà, vous n'êtes pas encore sur la phase terrain, vous êtes sur la phase, je vais dire, d'analyse des experts. Préparation, voilà. Préparation de l'expérimentation, donc dans 3 départements et dans 3 départements. 3 structures différentes. Et juste pour montrer l'enjeu, je reviens sur la DMR 30 secondes, c'est 80 000 personnes, je crois, en France, et combien là chez vous juste On est un peu moins de 5 000 sur les Hauts-de-France. Et donc majoritairement, oui, 5 000, c'est pas que des salariés d'intervention, on a aussi des salariés administratifs, mais plus de 90% de nos effectifs sont des salariés d'intervention. Donc dans les métiers d'intervention, on retrouve des auxiliaires de vie, des aides à domicile, des aides-soignants, des TISF, on a vraiment un tout corps de métier. D'accord. Voilà. Ok, alors oui, il se passe toujours quelque chose ici et à Lille, et donc pendant qu'on discutait de tout ça, moi je discutais avec d'autres et on s'est rendu compte que d'autres ailleurs en France
de la même structure d'ailleurs, ADMR, travaillaient de la même façon, parce que les problématiques et les enjeux sont en gros les mêmes, hein, et quelquefois, pardon de vous dire les choses, mais une petite carte que je vous enverrai, qui était une carte de France et qui était bien faite par la Gazette des communes, et qui, quand on passe le point sur les différents départements, ça montre le besoin, quel est le besoin à l'horizon 2030 en ce qu'on appelle les équivalents temps plein pour ces métiers. Alors vous sauriez, encore une fois si je crois l'étude en question, à quelque chose comme 25% d'ici 2030 par rapport, encore une fois, vos effectifs temps plein actuels, alors que je ne sais pas pourquoi je regardais la Corse est à 60%, a besoin de plus 60%. Donc il y a des besoins, notamment plutôt dans le Midi, dans les pays dits ensoleillés et qui sont très menteurs pour les Hauts-de-France, une demande qui est beaucoup plus importante. Alors, dans cette demande... en gros pas très loin, Romane Repessé, donc je suis là. Merci Romane. Alors j'arrive, Romane c'est à vous. Romane là aussi, je dirais pas que c'est un peu canal historique des exosquelettes, mais elle s'en occupe depuis 5 ans, et je veux dire que depuis 5 ans, être dans les exosquelettes, c'est déjà avoir une très très belle ancienneté, et elle n'est pas dans les exosquelettes uniquement, mais elle est dans un dispositif qu'on appelle la computer vision, et qui est en fait des systèmes, j'allais dire, de capteurs à distance, mais de captation visuelle à distance et non invasive, pour justement mieux analyser la réalité terrain, et encore une fois pas laboratoire, des postes, des situations de travail et des gestes et postures. J'espère que je ne me suis pas trop trompée, Romane, donc c'est à vous. Je ne peux pas partager mon écran parce que j'avais fait une petite slide de présentation, mais c'est pas grave. On vous voit, si on arrivait à vous afficher ici, on vous voit, mais apparemment, écoutez, on vous écoute, donc tout est bien, on sait que vous êtes très bien. Ok, alors nous on vous entend pas toujours, je ne sais pas si vous lisez le chat, ça coupe parfois, donc j'espère qu'on pourra échanger de façon normale. Donc pour vous présenter un petit peu la démarche et très rapidement, du coup, j'ai commencé à travailler en démarche d'amélioration des conditions de travail avec l'ADMR des Pyrénées-Atlantiques, donc dans le sud-ouest à Pau. Vous êtes étendu sur l'Aquitaine, si je peux me permettre. Oui, exactement. Et donc, après un diagnostic, je suis ergonome de métier, donc après un diagnostic sur une des 20 associations qui composent la DMR, on a décidé de mettre en place un plan d'action à court, moyen et long terme, en pensant au parcours d'une salariée embauchée. Avec le fait qu'à l'embauche, on a créé un module de formation TMS de 2 jours, en abordant les facteurs de risque, voilà, en prenant un peu de hauteur sur les situations de travail et en intégrant des modules ludiques à travers la vidéo. À travers la vidéo, ça va permettre, avec des petits bâtonnets de couleurs reprenant les sollicitations au niveau des articulations, de comprendre les contraintes biomécaniques et d'essayer de réfléchir aux levées d'action sur lesquelles les personnes, dans leur situation de travail, peuvent réfléchir. Donc, on a ce petit module de formation qui était mis en place. Ensuite, avec l'accès à ces données, on va faire des petits... Je peux vous interrompre juste 30 secondes, juste pour retrouver, si je peux permettre, l'intelligence du positionnement qui est... on commence par prendre les premières côtés, mais donc effectivement ça facilite les choses pour l'intégration. Ça c'est tout à fait malin, et en même temps l'aspect ludique du système fait qu'ils ont une rétroaction systématique, puisque le système fonctionne avec un smartphone sur la lecture finalement angulaire des postures, donc globalement ce qu'il en est, ce qui permet finalement de progresser assez aisément et donc d'habituer à de nouvelles techs d'intégration. Je vous repasse la parole, Romane. Encore une fois, à distance, on n'entend pas forcément tout, mais il y a une petite plus-value, c'est un petit logiciel qui reprend la vidéo, et à travers la vidéo, ça détermine les contraintes au niveau des articulations. Donc, forcément, quand on va se pencher, on va avoir le dos dans le rouge, quand on a le dos droit, ça va être dans le vert, et ça permet de prendre conscience, au-delà de dire, c'est bien, c'est pas bien, parce que c'est surtout pas le message, c'est vraiment de dire, de prendre conscience que il y a un levier d'action, c'est d'être acteur de la prévention, de sa propre prévention quand on est dans les situations de travail, puisque c'est un travail malgré tout qui est isolé.
On a pensé à avoir accès à ces données-là, faire des petits rappels sur leur téléphone pro. Et si je peux me mettre là, simplement aussi pour vous en êtes où là maintenant sur l'évolution sur l'intégration du processus et on voit bien comment vous avez démarré sur une partie, j'allais dire, d'un département et comment vous êtes arrivé maintenant sur l'ensemble de la région. Je dirais que j'essaie de capter les choses en synthèse pour Pauline de Soda. Où est-ce qu'on en est? Quels sont vos enseignements? Et notamment sur, si je peux même en venir à la question qui est la nôtre, sur la place possible, pas possible, de quel apport des dispositifs de type exosquelette, dispositifs d'assistance physique parmi l'ensemble. Donc question à Romain, vous en êtes tous de ce côté-là. Je suis vraiment désolée parce qu'à distance on entend vraiment difficilement les questions et la connexion internet coupe vraiment très fréquemment. Toujours est-il que voilà, on a initié la démarche il y a 2 ans, le plan d'action. On peut lui mettre où en est-on? Toujours est-il voilà, que la démarche a été initiée encore une fois il y a 2 ans. On essaye de créer à court, moyen, long terme. Donc à moyen terme, c'est ce qui a été fait et mis en place. Et aujourd'hui, on a aussi créé des référents qui ont été formés pour faire des commissions et travailler un petit peu collectivement sur des questions relatives aux conditions de travail, donc qui viennent du terrain. Et ces questions-là font qu'on fait un petit peu avancer les choses dans le sens où on aborde beaucoup de thématiques, que ce soit les glissements de tâches, les PPI, donc les visites, les premières visites à domicile faites par les bénévoles. Comment derrière? Ouais, je crois que là on a vraiment une difficulté de connexion parce qu'on vous entend. Merci à vous. Donc on va passer, si vous voulez bien, Romain, on reviendra à vous tout à l'heure. Mathieu, si vous nous entendez, Mathieu Guittienne, donc lui est docteur en chiffres à Grenoble. Non, Mathieu n'est pas sur scène, il est à distance. Est-ce que vous êtes là, Mathieu? Non. Bon, Mathieu a disparu aussi. Alors, on va venir, si je peux me permettre, on va continuer sur les Hauts-de-France. Est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà, on vous a. Alors, on est désolé parce qu'on n'a pas l'image, parce que ici on a des incertitudes techniques, disons, mais on n'a pas l'image, mais on vous entend très bien. Donc voilà, la question était pour vous aussi, donc cette fois-ci sur je crois que la structure au sein de laquelle vous faites votre thèse s'appelle OxyLife. Vous êtes aussi sur donc les questions des exosquelettes. Voilà, comment ça se présente et vos principales conclusions là maintenant sur justement l'intégration et l'intérêt de l'intégration d'exosquelettes dans ces types de métiers. Donc nous, on l'a monté par rapport aux actions de manutention et de transfert qui apparaissent effectivement comme les plus sollicitantes, et ça a été dit au début des échanges. Et donc on a construit un projet d'amélioration des conditions de travail avec comme fil rouge ces exosquelettes, en se disant est-ce que, puisque ça marche par ailleurs dans d'autres secteurs d'activité, est-ce que potentiellement ça pourrait être intéressant et fonctionner dans les secteurs d'activité de l'aide à la personne et des aides à domicile. Et donc on a construit un projet avec cette idée de pouvoir tester et de pouvoir mesurer les effets des exosquelettes, à la fois les effets positifs et délétères, et donc d'où l'objet du travail de thèse, avec toute une partie qui est faite en laboratoire, avec la reproduction de certaines actions, enfin de ces actions de manutention et de transfert, qui ont pour but de travailler dans un environnement contrôlé, et donc de véritablement pouvoir évaluer les effets biomécaniques à la fois au niveau musculaire, postural, et puis l'idée aussi de reproduire ensuite ces mesures sur le terrain. Donc c'est d'avoir un projet scientifique sur les exosquelettes hybrides, à la fois en laboratoire et sur le terrain avec les mêmes exosquelettes, et puis d'inclure cette démarche-là dans un projet d'amélioration des conditions de travail plus global, qui tient compte d'une démarche de prévention plus générale. Voilà, pour faire déjà un premier point.
C'est la démarche. Est-ce que je dirais que vous en êtes déjà, j'allais dire, aussi bien pour la structure qui vous abrite, si je peux mettre AgriLife, ou plus largement, à des préconisations claires sur je veux dire, ou l'intégration, ou les types de modèles, ou les types j'allais dire, finalement, de protocoles de prévention. Voilà, en un ou deux points, je vais dire une minute, et puis on va regarder après d'autres exemples. Alors pour la démarche d'intégration, alors sur les exos en eux-mêmes, j'ai envie de dire tout dépend un peu de la zone corporelle que l'on veut soulager. Il y a soit des exosquelettes pour les membres supérieurs ou pour le tronc. De toute façon, ça va être généralement plutôt sur ces deux zones corporelles là. Donc c'est de bien identifier la problématique et la zone corporelle à soulager. Et puis après, pour la démarche, je reprendrai des termes qui ont été dits pour synthétiser et pour lesquels je suis entièrement d'accord. Comme disait Romain juste avant, c'est d'être acteur de la prévention. Donc c'est de donner les outils et les compétences à ses salariés et à toutes les strates hiérarchiques, les moyens, les compétences d'être acteurs de la prévention, donc de pouvoir, en tout cas de notre côté, identifier les risques professionnels et les situations à risque. Et puis c'est, comme disait Laurence au début, de ne pas mettre les démarches de prévention au second plan sous couvert d'un exosquelette, et donc d'intégrer l'exosquelette et le dispositif d'assistance physique dans une démarche globale de prévention qui tient compte à la fois, et nous c'est comme ça qu'on l'a monté, l'évaluation des risques professionnels et la formation à la fois des équipes de terrain, et des équipes encadrantes sur la notion de prévention des risques professionnels. Un ensemble sur lequel tout le monde est bien d'accord, c'est que c'est un outil, mais c'est quelque chose qui est intégré à l'ensemble du démarche, et la démarche de prévention doit globalement être première. Alors on va abandonner, si je peux me permettre, juste pour quelques minutes, la question d'aide à domicile, des métiers d'aide à domicile, pour regarder d'autres... Non, il n'y aura rien derrière, ça foire. Pour regarder d'autres types de métiers, d'autres types de services, et je dirais par Frédéric Tellier, qui doit être pas très loin non plus, et surtout avec notre docteur Frédéric Edouin qui est là, on va regarder ce qui se passe à Picardie-Jules Verne, qui finalement, mis à part d'être une grosse machine, si je peux me permettre, c'est pas vous que je traite de grosse machine, hein, d'être une grosse machine à former des étudiants de tout type et de tout niveau, vous avez aussi vraiment des salariés en interne et des activités, et on va voir là justement la diversité, qui peuvent être sujets à des TMS, et donc pour lequel il y a des démarches de prévention. Frédéric Edouin, alors je cafte un tout petit peu pour dire qu'il est médecin du travail, médecin de santé publique aussi, qu'il a été lauréat d'un certain nombre de prix sur des questions justement d'amélioration des conditions de travail. Et puis ce qui explique aussi, alors il y a toujours une explication personnelle aux intérêts des uns et des autres là-dessus, c'est que vous avez été dans vos temps d'étudiant, vous étiez en même temps marionnettiste, donc très très intéressé par les questions de biomécanique, et c'est important. Merci Frédéric, c'est à vous. Nous, on a commencé à partir d'un besoin qui était exprimé par une enseignante chercheuse qui ne pouvait plus tenir ses éprouvettes sous les Sorbonnes. Et donc, on a recherché, j'ai trouvé une assistance musculaire, et donc ça a été ma première prescription en prévention tertiaire en termes d'exosquelette. Donc il y en a eu un suivant, ça c'était en 2019. Ensuite, on a eu une augmentation des maladies professionnelles au niveau des épaules, dans les personnels de logistique, aussi les peintres et les plombiers. Et là, on est parti sur des nouveaux modèles et qu'on a commencé à prescrire à partir de 2020-2021. Ça, c'était en prévention secondaire. Et puis, grâce à ça, il y a un partenariat avec l'Institut Ingénierie de la Santé, donc avec Frédéric Tellier. On a commencé à les tester pour voir si ces exosquelettes apporter quelque chose réellement aux agents, ou est-ce qu'ils pouvaient avoir des effets délétères. Donc à partir de tout cet ensemble, on a pu faire un premier dossier qui nous a permis de bénéficier du Fonds interministériel d'amélioration des conditions de travail pour faire de la prévention primaire avec des exosquelettes pour les membres supérieurs. Là, depuis le début de l'année, on travaille sur les exosquelettes pour le rachis. Et donc, il va y avoir aussi ça y est, j'ai fait mes premières prescriptions. Et on va travailler aussi encore avec 2 IS pour l'Institut Ingénierie de la Santé et avec le master
réadaptation handicap que dirige Frédéric Tellier, pour en effet voir le volet concret d'utilisation et en recherche pour voir s'il n'y a pas d'effets délétères et les effets positifs de ces prestations. Merci, cet exemple. Frédéric Tellier, si tu es là, ça va être à toi après. Ce qui était vraiment très intéressant dans cette approche, je dirais que c'est à la fois le côté finalement réponse à des besoins tout à fait précis et des situations tout à fait personnelles de personnes et variées finalement, parce que vous avez aussi bien une chercheuse dont vous parlez, qui a finalement initié un peu, déclenché le mouvement. Encore une fois, c'était votre recherche, j'allais dire, de médecin, de lui apporter une solution qui la soulage et qui finalement lui permettent de fonctionner dans un métier qu'elle aime. Et puis ça a été ensuite, j'allais dire plutôt en approche de type de métier, sur des métiers qui créaient des TMS. Et l'autre chose, alors je dois dire que nous on est venu à Picardie Jules Verne par lui, l'autre chose c'était les étudiants, et donc une espèce de force de travail qui mixe donc à la fois les recherches des étudiants, l'enseignement par l'autre Frédéric qui va pas tarder à être là, et puis vous sur les barrages. Frédéric Tellier, tu es là, Frédéric? Oui, je suis là. Alors, c'est génial, on t'a, bravo. La lumière est venue grâce à toi, grâce à vous, bravo. Alors, juste peut-être, si je peux juste rebondir sur ce que vient de dire Frédéric Edouin. Je pense que c'est l'une des situations, parmi tout ce que j'ai pu voir sur les exosquelettes, qu'on a de plus en plus d'étudiants qui travaillent en entreprise et qui arrivent sur ces problématiques d'intégration des exosquelettes. Mais souvent, voilà, je voudrais dire qu'ils arrivent trop tard. Ils arrivent trop tard dans une phase de déploiement. Donc, c'est le premier point. Et là, pour ce qui est de Frédéric Edouin et de l'Université de Picardie, je pense que pourquoi ça marche bien? Parce qu'il y a une intégration totale avec l'application, le pilote, c'est le médecin du travail. Et globalement, il y a une relation de confiance extrêmement importante entre les agents UPJV que peut suivre le médecin du travail de notre université. Donc, c'est extrêmement important. Et puis, c'est lui qui a été le demandeur, qui est venu nous voir pour qu'on mette en place de recherche-action. On est parti à la fois du terrain et on a intégré les agents de l'université dans des mesurages non seulement sur le terrain, leur vraie vie, en écosystème, et puis également ils sont venus en laboratoire. C'est-à-dire que là, ce n'est pas des sujets X ou Y qui ont participé au test, ce sont les agents de l'Université de Picardie dont s'occupait le docteur Edouin. Et je pense que ça a été entre les groupes de recherche avec les étudiants, nous, enseignants-chercheurs de l'université, un ingénieur du laboratoire également, Stéphane Delano, qui a participé à tout ça, et Frédéric Edouin, plus les agents de terrain de l'UPJV. Ça a vraiment permis de faire un mix intéressant. Après, sur les deux études qu'on a menées l'année dernière, cette année, au final, sur les données physiologiques, on va dire cardio, énergétique, fréquence cardiaque, consommation d'oxygène et biomécanique, on n'a pas relevé forcément d'éléments positifs par rapport à l'impact. Donc, ça veut bien dire, et là, je voudrais effectivement insister également sur un autre élément qu'a précisé Laurence Théry tout à l'heure, c'est la dimension. Les troubles musculo-squelettiques, c'est pas que de la biomécanique, hein. Et si on ne gère que ces aspects-là, on passera au travers de bon nombre d'éléments, dont les facteurs psychosociaux extrêmement importants. Le nombre de fois où je peux aller en entreprise et je m'aperçois que ça marche pas, mais c'est pas le dispositif en tant que tel qui marche pas, c'est tout le niveau d'intégration et surtout l'implication des salariés au départ. Et si là, je le répète, ça a bien marché, c'est parce que Frédéric Edouin était vraiment la locomotive sur ça. Voilà, merci. Frédéric, je crois que la qualité du tandem, plus que du tandem et de l'ensemble de l'équipe, était tout à fait importante sur cette dynamique-là. Frédéric, votre... Moi, je pense que, en fait, les résultats, il va falloir attendre sur du long terme. Parce que l'utilisation d'un exosquelette, ça ne va pas de soi du jour au lendemain. Et donc, il faudra que les gens à qui on les prescrit apprennent à les utiliser dans un bon usage. Et en effet, le soutien du laboratoire dans le temps va nous permettre peut-être de voir une amélioration dans le temps avec l'usage.
Merci de ce message qui est très important, parce que souvent, j'allais dire, on va passer la parole à Anaïs là maintenant, j'allais dire, les clients, les demandeurs voudraient la rustine miracle qui d'un seul coup va complètement tout changer. Et effectivement, je veux dire, aussi bien ce que nous expliquait Romane tout à l'heure dans le processus d'apprentissage, de formation, c'est un processus d'acculturation qui demande du temps, et puis ce que vous soulignez là, Frédéric, c'est que quelle que soit finalement la personne et l'utilisateur, cette dimension du temps je pense que dans la pédagogie des choses, Anaïs, Anaïs Chorel, Bioto et surtout féministe, mais pas que, et en même temps, je dois dire que Japet est aussi une société où 60%, je crois, de l'effectif est féminin. Donc, ce qui veut dire que dans les questions et les enjeux d'adaptation des équipements, d'entrée de jeu et dès la conception aux caractéristiques et aux morphologies féminines, c'est quand même pas mal. À vous, Anaïs. Alors, je vais pas reparler de la phase d'intégration et de projet, puisque je pense que tout le monde a bien insisté sur ce point. Donc je vais prendre la casquette conception de l'exosquelette et je vais citer, je pense qu'il doit être présent en distance, Lionel, qui souligne depuis déjà un moment que l'exosquelette de base il avait été créé pour l'humain sur une tâche. Sur une typologie d'activité, donc le travail branlaire, la flexion du tronc, et en fait on se rend compte que dans un métier on n'est pas un humain sur une tâche, on est un humain dans une variabilité de tâches qui est importante. Donc de plus en plus on se doit dans les concepteurs d'exosquelettes d'être sur des conceptions centrées sur l'humain et plus sur la tâche. Et c'est d'autant plus prégnant sur les métiers qui intègrent la dimension féminine si on prend le soin à la personne, puisqu'effectivement ce sont des métiers où la variabilité des tâches elle est telle que d'avoir un exosquelette qui permet de répondre à toutes les tâches, aujourd'hui c'est impossible. À ma connaissance, j'en connais pas mal des exosquelettes. Il n'y a absolument aucun exosquelette aujourd'hui qui va permettre de répondre à toutes les tâches d'une personne dans le soin à la personne, et c'est valable dans beaucoup d'autres métiers. Donc aujourd'hui, le rôle des concepteurs d'exosquelettes, ça va justement être de travailler avec les opérateurs sur le terrain, avec les soignants, avec les encadrants, pour comprendre quelles sont les problématiques, quelles sont les tâches du métier, et pouvoir développer demain des solutions qui seront mieux adaptées et centrées sur l'utilisateur qui porte l'exosquelette et pas simplement sur une tâche de l'intégralité d'un poste qui ferait qu'on va résoudre que 5% d'une problématique globale d'une personne. Donc ça c'est le premier volet, et effectivement il ne faut pas oublier aussi que initialement l'exosquelette il avait beaucoup été développé pour le monde de l'industrie, un monde qui était majoritairement masculin, qui l'est encore majoritairement, et que l'exosquelette qui va s'adapter à un homme, qui va s'adapter sur une femme de 2 mètres à 1 mètre 50, d'une personne qui fait 100 kg et une personne qui en fait 40, il y a du travail encore à faire pour pouvoir couvrir en fait un maximum de population, et pas que l'exosquelette soit un dispositif pour une personne parce qu'elle est 100% adaptée à sa morphologie, et que la personne derrière qui serait recrutée, si une personne part, ne puisse pas utiliser l'exosquelette. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup d'évolution dans l'exosquelette, hein. Si on prend entre 2015 et maintenant, ça a déjà beaucoup évolué. On est passé d'exosquelettes qui pesaient 7 kg à des exosquelettes maintenant qui pèsent entre 1 kg et 2 kg maximum. Mais la marge de progression, elle est encore plus que perceptible sur cette démarche de développement qui doit s'accompagner obligatoirement du terrain. C'est-à-dire que si on ne va pas sur le terrain pour co-développer, honnêtement, on ne développera rien de pertinent. Merci. Merci Anaïs de nous redire ça, parce que c'est effectivement tout à fait essentiel. C'est de voir ici que c'est un des grands motifs d'abandon de ce type d'équipement, c'est finalement le temps d'utilisation n'est pas suffisant par rapport à globalement l'ensemble de la tâche. Et je veux dire que dans les premiers, vous faites allusion
au tout premier, finalement au tout premier UX Forum il y a 5 ans. Et alors, ce qui était très automatique, c'était que des grandes structures. Donc c'était Airbus, SNCF, RATP, Naval Group qui arrivaient à tester tout un tas de trucs sur le marché et encore une fois difficultueusement, mais je veux dire merci à eux parce que c'est grâce à eux finalement que les choses ont pu évoluer. Et on a vu effectivement cette évolution. Alors non seulement sur l'allègement en matière de tech, une recherche alors de polyvalence, ça c'est le Graal que l'on recherche, mais est-ce que ça arrivera on ne sait pas, mais surtout de gros efforts et progrès faits du côté de l'analyse véritablement des besoins et des besoins du terrain. Alors, avant qu'on revienne à l'autre, qu'est-ce que ça vous évoque, j'allais dire, pour vous qui êtes de ce côté-là au futur directement intéressé par à la fois côté ARAC, par l'étude que vous êtes en train de monter, de voir en gros ce qu'on fait d'autre, et puis par vous, j'allais dire directement par les 5000 et quelques salariés ou plus ou équivalent temps plein, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de monde parce qu'on a des gens qui sont sur des temps partiels. Voilà. Comment vous voyez l'intégration de ça et éventuellement votre façon de prendre la prévention? Aujourd'hui, on est vraiment sur une phase d'expérimentation, de tester les choses et de tester par un exosquelette parmi tout ce qui peut exister. Alors, je rejoins ce que disait Anaïs, le côté d'un exosquelette, c'est pour une tâche. Nous, aujourd'hui, quand elles vont au domicile, c'est pas pour une tâche au domicile. Et donc, comment on fait? Est-ce qu'il faut enlever le matériel ou pas? C'est ce qui nous a aussi, nous, convaincus sur le modèle qu'on est en train d'expérimenter, c'est que le modèle fait 200 grammes par rapport, en plus de la blouse actuelle qu'elle porte, et qui remplace en plus la blouse qu'elle porte actuellement, et que en fait, elles peuvent juste désaccrocher le système et garder la blouse sur elle pour faire la continuité de la tâche, qui permet aussi, pour une personne qu'on accompagne, de faciliter la prise en charge. Mais il y a aussi tout ce côté, on teste un produit, d'accompagner les choses pour voir et faire évoluer aussi le produit. Aujourd'hui, peut-être que ça résoudra les choses pour une partie des missions, mais pas pour tout, ou pas du tout, et que le produit aura encore des adaptations à faire pour pouvoir être pris en charge. On est vraiment dans cette construction-là avec l'ARACT. Le fait aussi de nous d'avoir demandé à l'ARACT de nous accompagner sur le projet, c'était aussi d'avoir des personnes neutres pour pouvoir suivre le projet, pour que les remontées, ce ne soit pas les remontées de la DMR ou du constructeur, que ce soit quelqu'un qui n'a pas pris des parties dans le projet pour remonter les choses, et de suivre et d'accompagner les équipes dans cette expérimentation-là. C'est pas de dire demain on les forme, on leur donne un exosquelette et puis bon, voilà, maintenant vous êtes protégés. Non, c'est de suivre, de les accompagner. On est parti, comme disait tout à l'heure Christelle, sur 12 à 18 mois d'expérimentation, avec un accompagnement, un suivi permanent des équipes, avec différents moments T où aussi on va aller les interroger pour pouvoir voir comment adapter au fur et à mesure. Donc la maturité qui bouge. J'en profite 30 secondes avant que vous preniez le micro là pour dire à Romane, si jamais elle est encore là, Romane, question sera pour vous sur justement cette maturation. Comment, depuis le moment où vous avez démarré tout à l'heure, vous avez démarré il y a quelques années maintenant avec la DMR Nouvelle-Aquitaine, et comment ça évolue, voilà, vers quoi de façon synthétique. Christelle, à vous. Alors juste pour compléter les propos de Pauline, ce que l'on observe dans cette expérimentation, c'est une grande variabilité en fait, parce que la salariée qui va de domicile en domicile, selon peut-être le moment de la journée où elle vient, selon la famille chez qui elle va avoir à accompagner le bénéficiaire pour le relever, hein, c'est l'intérêt de cette blouse exosquelette, ou pas. Donc peut-être que dans sa semaine, elle utilisera l'exosquelette dans 2 ou 3 situations, et peut-être qu'une autre salariée va l'utiliser tous les jours pour l'ensemble de ses bénéficiaires. Voilà, donc c'est une spécificité quand même de cette aide à domicile et de cette expérimentation. Et merci Christelle. Donc on voit bien les vigilances que vous êtes en train de mettre en place dans le suivi et dans le suivi précis. Romain, une question pour vous. Là, je suis en train de voir que vous m'envoyez un SMS, donc je n'ai pas encore complètement regardé. Est-ce que vous êtes là, et comment vous sentez justement comment vous voyez? Ah voilà, et on vous a en image, c'est génial. Merci Romain. J'ai pas eu la question. Alors que tout le monde, la question c'était la maturation, la maturité. La maturité de votre démarche auprès
de la DMR Nouvelle-Aquitaine sur les enseignements que vous avez eus. Est-ce que ça a modifié votre vision de la prévention, votre analyse de la population, votre mode d'accompagnement? Entendu là ou pas? Alors sinon, moi, cette analyse-là, c'est beaucoup de... Cette intervention, c'est beaucoup d'accompagnement de pédagogie. Ouais, on a un peu des difficultés. Est-ce qu'on peut demander aux autres connectés, parce que ça bouffe de la bande passante, de couper leur caméra? Si c'est pas fait, on vous a pas, et pourtant il n'y a que ça d'allumé. Comment vous avez vu évoluer, comment justement votre démarche, j'allais dire, non pas commerciale, mais en termes de pédagogie, comment ça a bougé vis-à-vis de vos partenaires, de vos clients et autres? Alors, moi je vous ai vu évoluer de très gros vers des très petits, et notamment un génial qui était votre maréchal ferrant, c'est-à-dire qu'on est passé maintenant à des utilisations macro, je veux dire, de grandes structures, à des utilisations très individuelles, très rapides. Comment vous avez vu, vous, je dirais, sur les questions qui sont soulignées là, l'accompagnement? C'est une grosse question puisque effectivement même la plateforme AFNOR sur les exosquelettes a pris à bras le corps ce sujet de l'accompagnement et de l'acculturation des équipes aux exosquelettes, et on voit qu'en fait c'est plus difficile même dans les grands groupes que dans les petites structures, et c'est d'autant plus difficile qu'on travaille en prévention primaire que quand on va sur du maintien dans l'emploi d'une personne en situation de handicap. Je pense qu'il n'y a pas de modèle qui va fonctionner pour tous et pour toutes les typologies d'entreprises. Je pense qu'en fait chaque accompagnement il doit être adapté à la structure qu'on va accompagner. On n'accompagne pas de la même façon quelqu'un qui a une pathologie et sur lequel on va travailler avec le médecin du travail dans le cadre vraiment d'une prise en charge particulière, qu'une entreprise, je prends des gros extrêmes, hein, mais le BTP en prévention, où on a des gars un peu bourrus qui déjà portaient un casque de sécurité, on n'en a pas besoin parce qu'on a la tête dure. Donc vous imaginez bien qu'un exosquelette, on est encore loin de la facilité, c'est un truc de bonne femme. Donc aujourd'hui, si on me demande c'est quoi la clé de l'intégration d'un exosquelette, ma réponse c'est l'adaptation du protocole d'intégration. C'est de faire du 100% sur mesure à la structure qu'on va accompagner. Et effectivement, là où je rejoins tout ce qui s'est dit tout à l'heure, c'est que si on n'a pas intégré l'utilisateur final au tout début de la démarche, de toute façon ça ne marchera jamais. Donc la clé du succès, c'est un projet qui est bien structuré, très en amont, avec les opérateurs qui sont intégrés à la démarche pour comprendre leurs besoins et leurs problématiques sur le travail réel et pas uniquement sur le travail prescrit. Et ensuite, travailler avec eux sur comment est-ce qu'on peut les accompagner au mieux pour faire que l'outil qui sera choisi sera correctement intégré dans leur quotidien, et puis pas les prendre pour des idiots. Moi je dis toujours, quand je vais dans une entreprise qui n'a pas de chariot élévateur et qu'on parle d'exosquelette, les opérateurs ils sont pas naïfs, enfin, ils comprennent bien que c'est un peu le pansement sur l'hémorragie, et du coup ça prend pas. Donc on travaille sur la prévention, on met à disposition des outils, on organise le travail. S'il y a des contraintes, on peut évaluer la possibilité d'un exosquelette avec eux, si toutefois ils pensent eux que c'est une bonne solution, et ensuite on travaille avec eux pour les former, les accompagner et intégrer ça progressivement dans leur quotidien. Et ça, peut-être, Laurence, ça va opiner un peu ta réaction là-dessus. Je dirais que, aussi bien pour les métiers du soin qui était notre premier objectif, l'un de nos objectifs, mais aussi les autres. Oui, mais c'est aussi le témoignage de Frédéric, c'est que ça part aussi de la volonté des opérateurs et des opératrices de tester. Et donc, ça rejoint ce qui a été dit, c'est de les considérer véritablement comme des acteurs de la prévention dont ils vont bénéficier, et de la mise en œuvre concrète, opérationnelle. Donc ça veut dire que ce n'est pas une décision managériale d'implanter et de développer des exosquelettes, c'est un des outils dans la palette à disposition dont peuvent se saisir les salariés. Ça c'est quand même un enseignement très très important, il me semble, qu'Anaïs vient de souligner.
c'est quelque chose qui ne peut pas être parachuté de haut en bas, comme ça. Une réaction, puis après je vous demanderai d'ailleurs, Frédéric aussi, de demander justement sur la question des rôles. Quels rôles peuvent avoir les uns les autres, notamment le rôle du médecin du travail, dont élégamment quelqu'un nous disait qu'il y en avait de moins en moins, donc voilà, comment est-ce qu'on allait passer le relais, c'est vrai. Donc voilà, alors, votre première réaction, et puis après, question un peu pour tout le monde, et avant qu'on passe la parole à Justine tout à l'heure, question sur le rôle de chacun. J'ai une toute petite anecdote assez intéressante qui est au niveau des agents qui étaient volontaires pour les utiliser. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit, mais est-ce qu'on peut les emporter chez nous? Et alors j'ai dit, bah oui, parce que en fait, quand je prescris un exosquelette, c'est pour une personne, et il ne sera pas partagé, et l'utiliser chez soi, c'est se l'approprier, c'est tester, on va couper la haie avec pour voir, et après pour le travail, en fait, ça ne peut pas être quelque chose, vraiment il faut se l'approprier, ça donne de la valeur à l'agent qui l'utilise. D'autre part, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est des binômes, parce qu'il y a le regard des autres, le regard de l'autre, qui pourrait poser un problème. Nous, ça n'a pas tellement posé de problème parce qu'on a créé des binômes en prévention primaire, donc ils sont très contents de les porter. Ça a eu des interactions avec les étudiants de l'université, ça a posé des questions, ça a fait réfléchir, mais toujours la question du temps, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être plusieurs années pour voir les résultats réels sur la population en prévention primaire. Toujours là, vous insistez beaucoup sur la question du temps. Alors maintenant, peut-être un peu pour chacun, cette question justement du rôle, et du rôle de chacun. On voit bien qu'il y a une importance du collectif, et de finalement la création d'une équipe, enfin d'un état d'esprit d'équipe fédérée, et qui n'est pas unique, donc il faut plusieurs. Mais si on essaye de regarder, je dirais là on a concepteur, intégrateur, l'appui ergonome de la RAT, pardon de vous prendre comme le prototype du décideur, mais bon, c'est un peu ça, médecin du travail, voilà, Laurence aussi qui cornaque un peu l'ensemble. Et puis, question aussi pour vous, comment vous voyez les rôles des uns et des autres? Parce qu'on voit bien là qu'on a un exosquelette, finalement, c'est pas toujours un exosquelette, c'est un dispositif d'assistance physique, comme on dit, parce que finalement, l'exosquelette c'était marrant comme terme, mais c'est presque plus forcément très très vrai, parce que trop tech. Bon, on voit bien que tout ça est flou, mais en même temps, il faut aussi des rôles pour chacun, pour avoir des rôles positifs. Frédéric, vous déjà? Je sais pas, parce que moi je suis plus près de l'agent, de la personne, donc tout mon travail tourne autour de la personne et l'équipe avec laquelle je travaille, le psychologue du travail, le formateur, le fournisseur, on travaille autour des agents, on les regroupe, on les forme tous ensemble, on essaye de créer une dynamique de groupe pour que chaque individu en plus s'approprie l'outil et les échanges entre les agents. Après, avec les autres acteurs, il va falloir échanger, il va falloir partager les expériences des uns et des autres pour progresser tous ensemble, parce qu'en effet, on est quand même au début, même si ça fait 5-6 ans, on est au début de ce type de technologie. Et moi maintenant j'en suis déjà à prescrire des combinaisons de neurostimulation, ce qui n'est pas encore très connu. Non, juste en 2 mots, qu'est-ce que c'est pour... vous le faites pour les nuls, c'est-à-dire pour moi? Alors on est les premiers à les utiliser, on va avoir prescrit ça. Sur le menton, c'est pour les personnes qui ont des maladies comme des scléroses en plaques, ou des maladies de Parkinson, ou après un accident vasculaire cérébral. Donc, le principe c'est de stimuler par microstimulation sur une combinaison des capteurs sur les muscles spastique, pour que la personne puisse reprendre le contrôle de son corps. Et donc on a déjà fait un essai au mois de décembre sur une personne qui a une sclérose en plaques et qui commence à pouvoir reprendre les objets. L'objectif c'est de lui faire remonter les escaliers, de lui faire refaire son travail pour lutter contre la désinsertion professionnelle. Et on sait à peu près tous comment évolue une sclérose en plaques. Et là ça fait 30 ans qu'elle a des symptômes et là on voit les symptômes régresser. Donc ça évolue, l'exosquelette, en effet on n'est plus vraiment là, c'est déjà du passé, oui. Mais on en parle encore beaucoup et on va évoluer avec beaucoup d'innovation et il va y avoir des combinaisons, des exosquelettes corps entiers électriques, ça existe, mais après on va voir ce que ça peut donner, il va falloir échanger, partager, faire de la recherche aussi quand même un peu, voilà.
On voit que les vocables évoluent, et merci, avec les vocables évoluent, et les réalités aussi. Une chose, par exemple, chez Airbus, dans le temps, il y a déjà quelques années, on ne parlait pas d'exosquelettes, c'était Wearable Robotics, ce qui était finalement, en quelque part, de l'IA intégrée, quelque part. Pareil, même question, peut-être, sur justement les rôles des uns et des autres, parce qu'on voit bien, vous nous parlez, vous, et tous les deux, d'ailleurs, beaucoup de pédagogie, d'acculturation, de psychologie du travail en même temps. Donc, par exemple, Christelle a une double formation de psychologue du travail et d'ergologue. Comment vous voyez évoluer ces rôles, j'allais dire, pour que la machine marche, pour que la synergie prenne? Je pense qu'il va falloir continuer à collaborer. Je pense que ça va passer par juste l'approfondissement de ces échanges et effectivement le partage de retours d'expérience. Je pense qu'en fait, on a tous à gagner à partager les résultats des études qui sont réalisées, à voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Il y a toutes ces plateformes qui existent aujourd'hui. Il y a les échanges aussi, et l'INRS qui travaille beaucoup sur ces sujets. Je pense que c'est la clé. Il y a quelques années, l'exosquelette, c'était je vais devenir Robocop, ça va me rendre plus fort. On se rend compte que maintenant, on a passé cette phase, on a compris que c'était des dispositifs d'assistance physique. Donc, je ne suis pas plus fort, juste ça va réduire l'impact physique d'une activité sur mon corps. Ça, je pense que maintenant, c'est un peu compris de tous. La prochaine étape, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces résultats et qu'est-ce qu'on en tire pour tous progresser au service de l'utilisateur final. Merci à vous. Alors, moi j'aimerais maintenant, Justine, si vous êtes là, Justine Sepeau est la responsable HSE dont je vous parlais, donc elle est physiquement dans le Finistère, hein, mais ça c'est voilà, et dans une entité de production qui fait en fait du conditionnement de poissons, puisque c'est l'entreprise Mère Alliance et qui maintenant est une filiale, enfin partie intégrante du groupe Thai Union. Et je dois dire que dans beaucoup d'activités, et je pense que Christelle, vous avez en tant que patron, si on peut dire, ou en tant que décideur, un peu le truc. Comment est-ce qu'on continue quand même à faire tourner la boutique et à faire tourner les personnes en intégrant ces dimensions? Merci Justine. Alors voilà, je vous ai présenté sommairement et rapidement, mais donc vous aussi vous êtes alors dans une autre pointe de la France, mais c'est aussi des questions et des enjeux, des défis qui sont un peu les mêmes, c'est-à-dire un bassin d'emploi relativement restreint, donc sur lequel il y a toujours des difficultés de recrutement, de fidélisation. Vous avez aussi, comme dans un certain nombre d'ateliers de production, vous avez des tours de main et des emplois spécifiques qui ne sont pas aisément remplaçables, je vais dire, notamment par n'importe qui. Comment vous faites justement pour intégrer, et comment vous en êtes venu voilà Justine. Et comment vous en êtes venu, Justine, à vous poser la question des exosquelettes et à les intégrer? Où vous en êtes là en ce moment, avec encore une fois les impératifs de production et de productivité qui sont les vôtres au quotidien? Merci Justine. Donc je disais, sur Mère Alliance, on en est à notre deuxième projet d'intégration d'exosquelettes qui vient de se terminer. Le premier, c'était à l'initiative en fait d'un manager d'atelier de production qui avait, suite à l'identification de risques professionnels pour son équipe, envie d'améliorer les conditions de travail. Et qui nous avait sollicité. Donc là aussi, j'insisterai effectivement sur la démarche volontaire, la démarche d'intégration qui prend du temps. C'est un premier projet qui a pris plus de 18 mois, avec l'implication du personnel concerné, de tous les services transverses de l'entreprise, pour être sûr de ne pas générer d'autres risques sur la situation de travail. De la formation, de l'accompagnement, toujours à l'heure d'aujourd'hui, même si on est plus d'un an après l'intégration des premiers exosquelettes, et on a des retours qui restent tout à fait positifs puisque l'exosquelette est toujours utilisé, et les opérateurs en sont très contents et sont beaucoup moins fatigués quand ils réalisent les tâches les plus difficiles pour lesquelles on l'a intégré.
Ça, c'est sur la première situation. Et puis la seconde, elle est venue aussi sur nos activités logistiques pour une équipe mixte. Alors, dans cette équipe-là, on a des hommes et des femmes qui font du dépotage de produits et là, qui, eux, étaient pliés en deux complètement pendant leur tâche. Et eux, on leur a trouvé un exosquelette qui leur permet à la fois de soulager la tâche contraignante, mais aussi le dos tout au long de la journée de travail. Donc là, on est plutôt sur une phase individuelle d'analyse de poste de travail que sur du collectif comme sur le précédent projet. Et pour en venir à la thématique aussi des femmes et exosquelettes, comme le disait Anaïs tout à l'heure, on a encore du travail sur les exosquelettes pour pouvoir adapter à toutes les morphologies, puisque on a pu noter que, par exemple, la personne qui était, du coup, la personne qui est une femme dans l'équipe a eu des problématiques sur les réglages, donc on a dû faire des ajustements spécifiquement pour elle, et c'est un peu de la bidouille, mais ça fonctionne et les impacts sont là aussi positifs, donc on est très content de nos projets exosquelettes. Voilà. Deux questions, je crois, quand on préparait, Justine, vous me disiez que finalement vous aviez aussi, bon, c'était la deuxième phase, déjà, deuxième galop d'essai, donc ça s'était amélioré, que vous aviez plusieurs types de postes qui étaient là-dedans, et que finalement, et c'est un peu la question que vous abordiez là tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait finalement deux finalités. Il y avait une finalité qui était, je vais dire, de prévention, si on peut le dire classique, prévention de l'usure, prévention des TMS, prévention d'ensemble, mais vous aviez aussi, c'était le cas par exemple que vous preniez Frédéric, des questions de réhabilitation, ce qu'on utilise, j'allais dire, avec des exosquelettes médicaux, c'est-à-dire de réintégration et autres, ou de maintien dans l'emploi de personnes qui ont eu des maladies invalidantes ou autres. Comment ça se présente? D'abord, question pour Frédéric et puis après pour Justine. Est-ce qu'il y a une différence dans l'approche des problématiques, j'allais dire, sur les, on va pas dire sur les deux segments, mais en tout cas sur les deux types de profils différents de personnes et de cas? C'est complètement, en fait, c'est différent complètement, puisque dans la première catégorie de personnes, le handicap, on répond aux besoins de la personne. On essaye de compenser le handicap, lutter contre la désinsertion. La deuxième, la prévention primaire, c'est pas la même conception de prescription. Cette fois, on recherche les emplois les plus exposés à des risques de troubles musculo-squelettiques et on essaye de rechercher les volontaires. Là, c'est pas une demande de l'agent, on recherche les volontaires. Dans notre cas, c'est des demandes d'accompagnement, trouver des solutions pour continuer à travailler sur souvent les mêmes tâches. Si je vous pose la question, pardon, c'est qu'en fait, on va rechercher justement les convergences et les différences, et ça sera l'objet, je vois que Dorothée, à un moment, Dorothée Préventica était là, et ça sera justement l'objet de l'un de nos prochains UX Forum à Strasbourg, c'est de se centrer sur exosquelette et maintien dans l'emploi ou réhabilitation dans l'emploi. Alors, parole à Justine, qu'on récupère, et puis après, Anaïs. Du coup, chez nous, ça a été... Pardon, véritablement plus sur la partie prévention et prévention de la maladie professionnelle. On n'est pas sur du maintien dans l'emploi pour le moment sur ces thématiques-là. On s'est vraiment attaqué à des points noirs en fait en risque TMS sur nos activités. C'est plutôt prévention. Mais je vous pose la question parce que moi je vois l'un des premiers cas justement que j'avais eu et qui a été un déclencheur, si on peut dire, chez un je citerai pas le nom, mais c'est un grand boulanger de l'Ouest, là aussi, je ne sais pas si c'était avec vous, c'était avec Benoît, je ne sais pas si Benoît Sango était là, mais en gros, le problème était le suivant. Vous aviez un chef d'atelier d'un atelier de fabrication de boulangerie qui, en dehors du boulot, avait eu un week-end un accident de bagnole. Et donc, il s'était démonté l'épaule complètement. Et
les autres cas de figure étant là, c'est-à-dire que ce type connaissait parfaitement les process et avait la connaissance des tours de main de l'entreprise globalement bien spécifique. En plus, le patron n'avait pas du tout envie de lui coller une inaptitude définitive pour qu'il soit, et l'autre souhaitait continuer à bosser. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que le processus d'intégration et la connaissance puis le goût des dispositifs d'assistance physique sont venus par un cas qui était un cas pathologique et qu'il voulait lui-même rester en emploi et que l'employeur voulait garder en emploi. Enfin bref, les copains aussi, tout le monde voulait là. Et d'ailleurs, dans les fêtes, ça s'est passé assez marrant, c'est-à-dire qu'on lui a mis, il y avait eu un truc à l'épaule gauche, je crois, on lui a mis un dispositif pour aider cette épaule, et en fait, ils se sont rendus compte que ça facilitait les gestes pour beaucoup d'autres. Et à ce moment-là, ça a été testé sur d'autres. Ce que je veux dire, c'est que les questions sont assez proximes. D'abord parce que une de mes copines médecins, qui était un jour où on avait organisé un truc ensemble il y a quelques années, on se disait, bon, il y a les gens normaux et les malades. Il me dit, écoutez, Marie, vous racontez n'importe quoi, parce qu'il faut bien savoir que les normaux, dits normaux, c'est à peine 20%. Tous les 80% des gens, vous avez tous des trucs qui décodent quelque part et qui peuvent être plus ou moins graves, qui hélas pour vous peuvent s'aggraver, mais en gros la norme n'existe pas. Voilà. Donc la question c'était comment on fait, parce que demain on aura ce type de cas. Anaïs, vous comment vous avez vu, parce que je sais qu'aussi chez vous vous êtes confronté à ce genre de questions. Sur la question des différences et des similarités sur les intégrations en prévention et en maintien dans l'emploi, sur les similarités, c'est la volonté de l'opérateur, qu'on soit sur de la prévention ou du maintien dans l'emploi. On peut considérer qu'effectivement dans le maintien dans l'emploi, l'exosquelette soulège, du coup il est pertinent, du coup il est accepté. En fait c'est trop beau pour être vrai. Je vais prendre une expérience qui est très concrète. Moi, sur une demande d'un médecin du travail, je me suis vue arriver dans une entreprise. Elle est arrivée hyper contente à l'idée de soulager une personne qui est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et quand je suis arrivée et que j'ai dit au monsieur, alors du coup vous êtes content, on a trouvé la solution, on va pouvoir vous aider. Et en fait je suis arrivée devant un monsieur qui tirait vraiment une gueule de 3 pieds de long pour être dans l'expression, et qui m'a dit, non mais en fait moi le boulot m'a cassé, je suis à 2 ans de la retraite, j'ai juste envie qu'on me foute la paix. Donc, et en fait j'ai discuté avec le médecin et je lui ai dit, enfin on peut lui laisser un exosquelette, mais globalement il n'en veut pas, il ne le portera pas, et même si on le force à le porter, il ne trouvera pas de bénéfice parce qu'il a juste envie d'arrêter son métier. Et du coup c'est une intégration qui était déjà morte avant même d'avoir débuté. Donc je pense que la clé de voûte, c'est la volonté de la personne qui va porter l'équipement. Alors, pas plus têtu qu'un âne, qu'on n'y allait pas si la personne elle vous dit non. Alors, c'est de l'argent dépensé inutilement, ça n'a pas d'intérêt. Et après, par contre, il y a effectivement des différences sur les intégrations prévention et maintien dans l'emploi, où il y a d'autant plus d'importance à suivre l'utilisateur qui a une pathologie parce qu'il a physiquement des impacts qui sont forts, et on doit mesurer l'indication, l'absence de contre-indication aussi à l'utilisation de dispositifs d'assistance physique, qu'on aurait un peu moins sur des personnes en prévention primaire, en bonne santé, jeunes, bien que on part du principe qu'une visite de contrôle, c'est jamais du luxe. Peu importe la condition physique de la personne et avant l'intégration de ce type d'équipement. Moi, j'ai souvenir d'un de vos témoins, et puis après on va en venir, il y a quelques questions du chat, et puis aussi à vos questions, interventions, commentaires et autres. Mais moi j'ai souvenir d'un de vos témoins qui était, alors c'était une enceinte, là il y avait un monde fou, et donc il avait une peur absolument extrême de prendre la parole en public, c'était votre maréchal Ferrand. Et votre maréchal Ferrand, donc c'est un garçon qui doit approcher les 50 balais, en gros, un peu comme ça, et bon, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le travail d'un maréchal Ferrand, mais maintenant vous n'avez plus d'assistant avant, comme partout, vous aviez le bus qui faisait les fers et qui ferait et autres, et un autre qui s'occupait du cheval, et là maintenant il faut qu'il fasse en gros tout seul, avec des gestes qui sont quand même des gestes complexes,
je dirais que 800 kg contre 60 kg, il n'y a pas photo sur qui peut gagner, globalement. Et donc, c'est très dur. Et donc, ce garçon, d'ailleurs, pour moi, c'était intéressant parce que c'était vraiment Zorro, d'un seul coup, il avait découvert ça, et justement, aussi sur les effets sur sa vie perso, parce que ce garçon, il était complètement cassé. Effectivement, il se demandait comment je vais continuer. Alors que c'est ça que j'aime. En plus, il était spécialisé dans un type de ferrure, il était spécialisé dans les chevaux de sport. Pas les chevaux de course, c'est pas du tout pareil, les chevaux de sport. Et donc, avec des ferrures très particulières sur le métier d'artiste, donc il aimait vraiment ce qu'il faisait, comment on fait. Et là, il est je rentre chez moi le soir, je peux avoir une vie normale, je suis pas affalé dans mon canapé en train de crever. Et son problème, c'était drôle, il avait une jeune apprentie, une alternante comme notre jeune homme qui globalement est là-bas, il y avait une jeune apprentie qui avait 25 ans et qui, pour elle, la prévention, pour le coup la pure prévention, c'était pas quelque chose qui lui rentrait, ça lui passait exactement. Donc ça c'est vraiment une question là-dessus. Effectivement, la durée de vie professionnelle moyenne d'un maréchal ferrant, c'est 10 ans avant qu'ils arrêtent de travailler parce que trop contraignant et que généralement ils déclarent des pathologies. Et effectivement, ce maréchal ferrant a commencé lui à avoir des grosses problématiques lombaires. Et du coup se poser la question de je vais devoir arrêter mon métier passion, et qui se posait la question de comment il allait faire, et qui avait aussi un retentissement sur sa vie personnelle. Donc il a lui intégré l'exosquelette dans le cadre de son maintien dans l'emploi, donc avec un accompagnement des médecins du travail et de Cap emploi. Il a commencé à utiliser cet équipement au travail mais aussi à la maison, et effectivement son apprenti au début ne voulait pas du tout entendre parler de l'exosquelette. Et en fait, on l'a laissé jusqu'à ne refuser pas. Je n'allais pas la forcer. Et en fait, il s'est passé, tout ça, c'était en 2019, vraiment il y a quelques années maintenant. Et en fait, l'année dernière, donc, ça faisait 3 à 4 ans que maintenant elle exerçait ce métier. Elle a commencé, elle, à ressentir les effets de son métier sur le corps. Et c'est elle, en fait, qui a sollicité donc, du coup, son employeur, le maréchal ferrant qui était équipé, pour dire, en fait, finalement, peut-être que je voudrais m'y mettre parce que je sens que je commence à fatiguer, et au final ça s'est fait plutôt naturellement. Ça, on voit bien ce glissement, cette espèce de contamination qui va se faire et qui est en train de se faire. Je dis d'abord parce que le vieillissement est une réalité, globalement une réalité pour tout le monde. La nécessité, le besoin ou l'envie de travailler va globalement demeurer. Alors j'ai une question qui vient du chat, et pour vous Frédéric, et qui est dans ces types d'actions, encore une fois que ce soit maintien dans l'emploi, prévention ou autre, qu'en est-il du secret médical? C'est Jessie qui prenait la parole, là j'ai pas la liste. Sur le versant prévention primaire, il n'y a pas de... Pardon. Sur le versant prévention primaire, il n'y a pas de secret médical, puisque c'est plutôt à partir de la tâche, de l'étude de poste, ce sont des personnes en bonne santé. Après, dans les personnes qui sont en situation de handicap, le secret médical n'intervient pas. L'employeur est au courant de la mise en équipement, puis l'employeur sait que la personne a une reconnaissance en tant que travailleur handicapé, mais ne connaît pas la raison pour laquelle la personne est en reconnaissance pour travailleur handicapé, et le financement est externe de toute façon. Donc il n'y a pas de lien avec le diagnostic, la maladie, ça n'apparaît nulle part, sauf si l'agent en parle dans son environnement, ce qui arrive très classiquement. Mais non, moi, le secret médical, ça bouge pas ça sort pas du cabinet médical. Oui, mais je crois que c'est important. Merci en tout cas à Jessie Doucet d'avoir posé la question, parce que la question se pose, et va se poser notamment quand on voit ces chevauchements de problématiques de plus en plus. On peut comprendre les craintes des uns et des autres face à ce... D'où l'intérêt de faire de la prévention primaire, parce que comme ça, on peut voir des exosquelettes de façon indifférenciée, et on ne peut pas étiqueter la personne. On ne dit pas, tiens, elle est handicapée parce qu'elle a un exosquelette. Nous, on fait de la prévention primaire. Actuellement, nous, on a 10 exosquelettes, 8 en prévention primaire, et 2 en prévention secondaire, et 2 en prévention tertiaire. Donc, comme maintenant, ça se généralise, on ne peut plus stigmatiser ou étiqueter une personne.
si je peux mettre, je suis d'accord avec vous sur l'objectivité de ce que vous dites, mais la crainte et la perception, elle peut en fait toujours être là. Donc je pense que c'est bien de poser la question et de le redire. Oui, mais là, ça fait 24 ans que je suis les agents. Ils savent très bien que je ne vais pas violer le secret médical. Ils ont l'expérience. Je veux dire que c'est pas bien sûr, mais c'est l'expérience avec vous, et ça renvoie à ce qu'était une question posée globalement par ailleurs, avec d'un certain côté le rétrécissement, si on peut dire, de la démographie des médecins et des médecins du travail. Qui sera maintenant, enfin ça c'est les autres questions, des questions de data, quid de la confidentialité de ces questions-là, et que globalement elles ne sortent pas. Oui. Alors ça c'était une question. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme question, Jacques, ou une question dans la salle là? Il y a une question technique sur l'utilisation d'un référentiel INRS sur l'analyse de la charge. Bon voilà, donc quelles sont les... on rentre sur les questions tech sur lesquelles c'est pas forcément notre truc là, mais bon, on imagine, vous à RAC par exemple, quand vous faites vos tests, vous utilisez les référentiels existants. Moi je veux dire, tout ce que j'ai eu là, que ce soit à titre de prescription, soit à titre de guide. Si vous pouvez prendre la parole peut-être, c'est vous qui êtes un peu plus proche, Anaïs. Alors, on va remettre l'église au centre du village. L'exosquelette ne va pas permettre d'augmenter la capacité physique d'une personne. Donc les normes de port de charge qui sont disponibles et que vous trouvez sur le site de l'INRS, elles restent exactement les mêmes avec ou sans exosquelette. Ça ne change pas. Le tonnage journalier porté ne change pas qu'on porte ou qu'on ne porte pas d'exosquelette. Le but de l'exosquelette, c'est faire ce qu'on fait dans la limite de ce qui est légal et raisonnable et des capacités physiques d'un homme, mais de diminuer les contraintes, et c'est tout. C'est juste ça. Attends, prends le micro, ouais, vas-y. Ce qui va sans dire, on va mieux en le disant. Ce que dit Anaïs sur les tonnages, les poids des charges, les aspects réglementaires, s'entend aussi sur les cadences, oui, et sur le rythme de travail. Et là, on rejoint les enjeux d'organisation du travail dont on parlait tout à l'heure, qui sont vraiment au cœur de la prévention primaire. Quand on passe les normes, c'est pas vers l'exosquelette qu'il faut se tourner, c'est effectivement qu'il faut retravailler sur les aides techniques, l'organisation du travail, l'ergonomie globale, mais c'est vraiment pas... Enfin, l'exosquelette, c'est tout sauf la bonne solution. C'est même la pire des solutions. Oui, moi je vais faire parler Justine justement globalement sur ces questions et sur les guides et les référentiels. Et moi j'ai une question plus générale. Pardon, j'ai une question plus générale sur où les entreprises qui sont là, ou vous. Est-ce que vous avez, par exemple, pour l'instant je n'ai vu ça qu'en Suisse, est-ce que vous avez des approches systématiques, c'est-à-dire une approche d'entreprise selon les postes pour avoir les types d'équipements qui seraient ou qui ne seraient pas prescrits? Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce garçon qui était dans la poste en Suisse, aussi qui sont des métiers qui sont en pleine transformation et ils ont droit, j'allais dire, au même type de problématiques que nous, les vieillissements et autres. Et donc, ils avaient approché ça, j'allais dire, à la Suisse, c'est-à-dire de façon ultra rigoureuse, avec... C'était la charte et le guide qui me faisait penser à ça, c'était un guide simplement, mais c'était selon les types de postes croisés avec l'âge, enfin globalement, les caractéristiques morphologiques, démographiques connues, quels étaient, et donc selon le type de geste qui avait été analysé complètement avant, quels seraient les équipements qui seraient éventuellement, tout ça étant conditionnel, qui seraient éventuellement conseillés. J'avais trouvé vraiment que l'approche était tout à fait méthodologiquement intéressante, parce que ça voulait dire que l'ensemble de la structure se mettait, j'allais dire, en position d'analyse de prévention pour ce type de choses. Est-ce que, Anaïs, ou vous, toi, tu as eu en... Non mais peut-être que dans la salle, il y a quelqu'un de la CARSAT. Quelqu'un de la CARSAT. Je suis inscrit, non, ou même en visio, il y a peut-être quelqu'un de la CARSAT. Voilà. La CARSAT se révèle. Merci, monsieur. Oui, bonsoir à chacun. Jean Jacquin, secrétaire de sécurité CARSAT.
Je crois vraiment que l'important est dit, c'est-à-dire qu'il faut analyser effectivement l'activité réelle et ne pas penser équipement, exosquelette. Parlons d'abord d'organisation, parlons d'action humaine. On sait tous très bien, depuis le début on le dit, l'exosquelette c'est pas un couteau suisse, c'est vraiment quand il n'y a plus rien derrière. Et donc avoir des espèces de grilles analytiques qui permettraient de couvrir toutes les activités d'une entreprise, pour moi c'est pas réaliste. Merci. Je crois que sur le principe et sur le fond et sur l'éthique, c'est vous qui avez raison. En revanche, si je peux me permettre, et pardon, pour connaître aussi un certain nombre de profils d'employeurs, ils ont envie d'avoir, même si on leur dit une croix dessus, et finalement c'est une démarche analytique qu'il faudra, d'avoir ce type de guide. Et je vois ce garçon donc, qui avait monté ça. Pardon ? Ils ont tort. Bon, voilà, oui, vous avez raison. Il en sort, mais néanmoins, c'est un auxiliaire. Alors, la pédagogie, de temps en temps, utilise des voies diverses. Je ne sais pas si. Est-ce que Lionel est. Non, Lionel n'est pas là. Non, Lionel n'est pas là. Lionel, c'est notre deuxième canal historique. C'est avec lui qu'on a monté les premiers. Et Lionel, alors, juste, je vous le dis là, ça va lui faire rougir pendant qu'il n'est pas là, donc c'est bien. Lionel est chargé d'innovation et de dispositifs d'assistance physique à la SNCF. Ça fait un bout de temps que globalement il a monté ça, donc il travaille en étroite bien sûr relation avec tout ce qui est prévention de ce côté-là. Il a essayé à un moment, alors je capte complètement, il a essayé à un moment d'être aussi concepteur et d'inventer ce qu'était la demande finalement générale des managers de son entreprise. Je voudrais un exosquelette couteau suisse. Et ben, c'est pas possible. Et donc, voilà, je ne sais pas ce que vous vouliez en dire, Anaïs. Je vais me faire rapidement la voix de Lionel Giovanelli, donc, qui est effectivement à la SNCF, ou aussi, je prends mon exemple, Tanguy Loubière de Vinci Construction, qui ont mis au sein des structures des grilles de projets avant l'intégration de l'exosquelette. Dans ces deux structures, ce qui est ultra cadré, c'est que toute demande d'exosquelette doit nécessairement être dirigée vers ces deux personnes. Et ces deux personnes, elles vont reprendre le projet à la source pour d'abord dire, bon, c'est quoi la problématique, on analyse l'activité, qu'est-ce qu'on peut faire, et elles vont en fait rebalayer tous les principes de prévention, et si on arrive à de l'exosquelette, dans ce cas-là, elles vont aller chercher les fournisseurs de solutions avec une grille d'exosquelette qui existe en disant, selon tel type de problématique, on peut aller chercher tel ou tel type de solution. Et en fait, ça a été un peu coupé les demandes d'exosquelettes qui pouvaient venir d'un peu partout et popper un peu comme des trucs, ah bah tiens, c'est nouveau, c'est sympa, de l'exo par-ci, de l'exo par-là. On revient à, d'abord, ça passe par l'ergo, l'analyse, on vérifie ce qu'on peut faire et seulement après on arrive à de l'exosquelette, mais au moins c'est cadré et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire, vraiment un cadrage très précis. Exactement, c'est très nécessaire qu'il y ait, j'allais dire, une réponse de l'entreprise, même si c'est une réponse seulement process, pour éviter ça. Moi, je veux dire, les premières études qu'on avait faites, moi j'ai faites avant d'aborder le sujet, donc il y a un peu plus de 5 ans, et c'était notamment auprès de sociétés d'autoroute, je ne dirais pas les noms, mais en gros pour savoir ce qu'ils faisaient, puisque par exemple, pour tout ce qui est l'entretien des végétaux ou les entretiens d'autres, et poser des cônes ou autres, ça c'est vraiment sont des gestes répétitifs, compliqués. Et alors, quand vous faisiez par la base, j'entends, en prenant, j'allais dire, la remettre et la vue basse sur ce type de truc, on vous disait, ah bah oui, ils en ont bien acheté dans telle agence, mais alors finalement, on ne savait pas pourquoi, ils auraient pu, alors, ouais, vous en trouverez sur les échelles là-haut. Et donc ça, vous avez eu un certain nombre de, j'allais dire, à la fois d'acquisition intempestive, donc c'est des erreurs de budget, mais c'est surtout des erreurs et des freins à la perception et des freins ensuite à l'intégration tout à fait forts. Donc voilà, je crois que moi c'est ce qui m'avait frappé dans ce qu'avait mis en place ce garçon. Je partage avec vous le fait que c'est... et ça peut avoir un effet délétère. Voilà. Parce que... Micro, bassine, parce que c'est mieux pour la captation, mon cher monsieur. Vous avez le micro, je veux dire. Non, ce que je voulais dire, c'est que ça peut avoir un effet délétère. Il y a tout un accompagnement. On a parlé beaucoup de pédagogie. Et tout à l'heure, ça, on faisait un peu le parler avec des ceintures lombaires, c'est pareil. Hein, on a vu des atrophies musculaires parce qu'il y avait un port excessif de ceinture lombaire. Et donc, l'exosquelette déjà catalogue, on n'y croit pas, moi j'y crois plus depuis très longtemps.
il y a toute cette démarche, et vraiment, il doit y avoir cet accompagnement justement du collaborateur pour que, quand on n'a pas de solution, cet exosquelette puisse apporter un palier peut-être à des difficultés rencontrées. Mais ça doit vraiment, pour moi, être très, très, très vrai. Merci de votre perception et de votre expérience, surtout votre expérience sur le sujet. Alors, on se pose une question de sémantique, est-ce qu'on continue à appeler ça exosquelette? Il faut bien nommer les choses, hein, comme dirait l'autre. Donc, dispositif d'assistance physique, ça fait un peu d'ab, et donc distributeur automatique, c'est pas forcément complètement ça. Donc, voilà, on mettra au vote et à vos envies. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques, et puis peut-être un rebond les uns sur les autres. Oui, vous, monsieur. Voilà, du coup, alors attendez, venez, voilà, et puis il faut qu'on vous ait en micro aussi. Très bien, j'espère qu'on m'entend, je vais me présenter vite fait, mais du coup je suis plutôt sur le menton, vous êtes sur la bouche, là. Je suis référent handicap. Finalement, oui, c'est la question, à quel moment en fait on commence à mettre en place de la pédagogie pour que les gens aient une bonne connaissance de la technologie et finalement qu'on ait la meilleure adoption même possible de la population. C'est-à-dire que là, les exosquelettes, j'imagine que c'est un certain coût, donc on a un nombre limité. Forcément, en termes d'arbre de décision, on va privilégier les personnes qui ont plus besoin, dans lequel ça va être le plus finalement utile en termes d'efficacité. Sauf que j'imagine que si demain on parle d'exosquelettes, vous allez avoir un flot de demandes qui va être déraisonnable. Donc à quel moment finalement dans l'innovation on commence à enclencher de la pédagogie pour anticiper en se disant que de toute façon l'effet waouh, et là à chaque fois qu'il y a une innovation, soit l'effet waouh, soit au contraire l'effet de rejet, en mode je comprends pas ce que c'est, je ne veux pas, etc. Donc est-ce que vous avez analysé finalement à quel moment on commence à enclencher, à en parler voilà, c'est le médecin qui répond, c'est comment est-ce qu'on dit le diagnostic et qu'est-ce qu'on dit. Merci monsieur, c'est une question très intéressante. Curieusement, on n'a pas eu un flot de demandes après l'introduction. On a introduit les exosquelettes, on a introduit 8 d'un coup sur 5 sites en juin 2023. Il n'y a pas eu de flot de demandes. Par contre, les agents qui ont été équipés ont conseillé d'équiper d'autres collègues sur certaines tâches. Et ça, mais pas pour le même type d'exosquelette. Parce qu'on a équipé en 8 agents pour les exosquelettes pour les membres supérieurs. Et là, des agents ont dit ça serait bien pour nos collègues féminines qui travaillent dans les espaces verts, mais là c'est plutôt pour le rachis. Et c'est pour ça que là maintenant on a fait des essais avec des personnels sur des exosquelettes de rachis. Pour certains, on a collaboré avec une entreprise américaine qui nous en a donné. Ça n'a pas donné de bons résultats, tant au niveau des agents qu'au niveau des tests avec l'Institut Ingénierie de la Santé. Et là, on a un nouveau modèle qu'on va essayer. Donc on va en acquérir 4 en prescription, en prévention secondaire, sur des agents volontaires qui les ont essayés. Et on en aura 2 qu'on va tester avec le laboratoire de ZIES, qui seront eux destinés en prévention primaire, sur les conseils de collègues qui nous ont dit que ça serait peut-être bien de proposer à d'autres agents un dispositif. Mais il n'y a pas un flot de demandes, il n'y a pas d'effet waouh. Il y a un effet waouh, mais pas tout à fait comme on l'imagine. Et il y a des craintes, il y a quand même des doutes aussi. Les agents sont comme tout le monde. Est-ce que c'est vraiment utile? Donc il faut du temps. Je reviens toujours sur la question en prévention. Il faut du temps. Et il n'y a pas forcément un enthousiasme sur d'autres actions. C'est pareil, on prend tout notre temps et on regarde les résultats, on interroge les agents. Si les résultats sont positifs, on continue et puis on essaye de développer l'idée avec d'autres éléments. Mais il faut du temps. Et pas se précipiter et écouter les gens. Là j'écoute les collègues, je vais sur le terrain. Il faut être beaucoup sur le terrain. Pas le cabinet médical, c'est bien, mais il faut passer beaucoup de temps auprès des agents, voir ce qui se passe, et de eux en général viennent les solutions et les orientations. Et les usages, du coup, ils ont amené.
du coup, ils ont amené des nouveaux usages. Et pour vous, ça a été facile du coup de répondre à ces nouveaux usages. Enfin, comment vous les avez intégrés dans vos schémas parce que finalement, il y a une certaine flexibilité dans votre façon de travailler, d'innover, d'accompagner, j'imagine. Ben moi, j'utilise pas d'exosquelette, hein, donc dans mon travail. Personnellement, je n'ai pas besoin. Donc, c'est plutôt les agents qui créent l'usage en fonction des tâches. Pour certaines tâches, ils ne vont pas les utiliser, même si on aurait pensé, même si j'avais pensé qu'ils allaient les utiliser. Ils sont totalement autonomes, hein. C'est leur exosquelette, leur utilisation, leur usage. Si en fin de journée ils se sentent moins fatigués et qu'ils me le disent, pour moi c'est déjà le début d'une sorte de réussite. Et voilà, en fait c'est une culture de la prévention qui s'installe progressivement avec de l'innovation. Il n'y a pas seulement ce type d'innovation, on a aussi introduit un nouveau type de genouillère. Et là, ça a eu alors là, par contre, il y a eu un effet waouh, un emballement, tout le monde en voulait. Mais bon, le coût étant pas trop élevé, on a pu équiper une vingtaine d'agents avec ce nouveau type de genouillère qui contient un gel. Le brevet, c'est un gel en fait. C'est aussi une forme d'exosquelette, hein, c'est pour les genoux. Donc c'est assez intéressant d'aller plus loin. Et bon, il faut aller à Préventica, à tous les Préventica, et vous découvrez des choses et vous testez. Merci à vous. Et ben, je crois qu'on est en train d'arriver au final. Alors, on va considérer, Frédéric, que vous, c'était votre conclusion avec l'importance du temps, de l'attention, du suivi personnel, de quelque part créer, écouter l'envie et le moment où ça bascule. Un petit peu à chacune, là, Christelle, votre phrase de conclusion, votre vigilance sur l'ensemble. Eh bien, moi, je dirais, il faut pas confondre l'envie et le besoin. Donc on peut avoir envie mais pas besoin, on peut avoir besoin mais pas envie, voilà, on a tous les cas de figure. Christelle ? Le côté après, il y a le côté volontaire des personnes qui est vraiment à prendre en compte. Et nous, chez nous, il y a le côté volontaire des salariés, mais il y a aussi des personnes qu'on accompagne, qu'il faut qu'on prenne en compte parce que sinon elles ne seront pas utilisées. Et le côté, ce que je retiens, c'est le côté complémentaire de chaque acteur qu'on peut avoir. Et je pense que c'est ce qu'on a essayé de construire et qu'on va encore construire avec les échanges d'aujourd'hui. Merci à vous, parce que là, ce que vous soulignez, qu'on voyait bien, c'est finalement l'interface, l'importance de l'interface entre les deux utilisateurs, c'est-à-dire là où le premier utilisateur pour soi est celui qui vient aider. C'est pour ça que la relation d'aide est très exemplaire là-dedans. Merci, Pauline, à vous. Moi, ce que je retiendrai, c'est à travers l'exemple que vous avez cité du maréchal Ferrand et de son apprenti, et à travers aussi le témoignage de Romane, c'est la question de l'apprentissage en santé. Romane parlait des modules vidéo prévention des TMS qu'elle mettait en place dès l'arrivée des nouveaux salariés, et que finalement cette dynamique et cette culture de prévention, elle est installée au plus vite et pendant toute la durée de la vie professionnelle, et pas seulement quand les problématiques de santé arrivent, ou pas seulement quand les contraintes du travail sont fortes. Donc voilà, ce que je retiendrai, c'est ça, c'est la dynamique de l'apprentissage en santé, quel que soit son âge et quels que soient ses problèmes de santé. C'est une belle formule, merci. De l'apprentissage en santé, on va retenir. Alors, on va demander à notre président, pardon, parce que je n'ai pas beaucoup passé la parole, peut-être de conclure. Jacques, à vous, Jacques Bouvet. Venez devant la caméra. Merci à vous. Et on voit en vous écoutant que les exosquelettes ont pris une place. Ont pris une place dans les solutions qui peuvent améliorer les conditions de vie, les conditions de travail. Et le progrès est lent parce qu'il y a des tas de précautions à prendre et parce que c'est complexe. C'est complexe parce que ça touche à la fois au physique, à la biologie, au comportement, aux conditions de l'organisation du travail. Donc il y a beaucoup de facteurs en jeu et beaucoup de précautions à prendre. Et on a pu aujourd'hui largement développer ce qu'il y avait comme avancée, ce qu'il y avait comme toujours précautions à prendre. Et donc, compte tenu de la persévérance avec laquelle il faut continuer le progrès sur une voie qui nous apporte des améliorations certaines, avec la satisfaction de voir que ça a bien avancé ces derniers temps, eh bien, je voulais vous féliciter, vous remercier chaleureusement d'être intervenu dans cette table ronde. Merci à vous. Et puis merci. Merci de votre patience.
Merci à Marat et merci à Anne-Marie pour le Cercle Entreprise et Santé. Et puis merci à vous de votre patience.